Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Avant les présidents guinéens Alpha Condé, ivoirien Alassane Dramane Ouattara, tous deux ayant succombé cette semaine à ce qu'il convient d'appeler désormais syndrome du troisième mandat, de nombreux chefs d'État africains ont tenté, souvent avec succès, de se maintenir au pouvoir en modifiant la Constitution. Finalement, la limitation du mandat présidentiel est-elle nécessaire pour le jeu démocratique en Afrique? En un mot, le jeu de l'alternance, c'est comment le jouer. C'est le thème de cette semaine que nous abordons avec deux invités au plateau. Docteur Kodjovi Atnaton nous fait l'honneur de nous retrouver cette semaine. Docteur Ton, bonjour. Bonjour, Monsieur Gilles, et bonjour à tous les téléspectateurs. Vous êtes homme politique togolais, président du mouvement Nouvelle Vision. C'est vraiment ça. Merci et bonjour à tous les ambassadeurs, Dr Ton également. Mais vous avez été écarté de la course à la présidentielle de 2020 dans votre pays, le Togo. Et sûrement que vous vous repositionnez pour les années à venir. Nous en reparlerons dans un instant. D'accord, merci beaucoup. Avec vous, un universitaire, il est historien, enseignant, chercheur à l'université de Lomé, Dr Paul Kofi Paye. Docteur, bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour à tous les téléspectateurs, merci. Je ne vous connais pas un dessin politique, mais tout peut arriver. Non, pour le moment, je suis simple citoyen au service de la nation. Enseignant-chercheur, mais aussi ancien diplomate. Vous avez passé plusieurs années au ministère des Affaires étrangères du Togo. Tout à fait. Nous allons donc aborder la question de la limitation des mandats présidentiels. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire pour l'éclosion d'une véritable vitalité démocratique en Afrique? Est-ce que c'est nécessaire pour le jeu de la démocratie en Afrique, l'alternance, la limitation du mandat? Docteur Ton. Oui, justement, d'abord, si on prend, on met ça sur un plan de développement, on dira quand même que si vous avez une finalité qui ne se mesure pas, qui ne se calcule pas dans le temps, ce n'est pas efficace. Donc il faudrait quand même limiter, donner une opportunité à la personne de savoir qu'il a un jeu à jouer dans un temps donné, afin qu'il puisse donner des résultats concrets. Donc limiter un mandat, au fait, c'est de permettre à avoir ce que les Américains appellent souvent smart goal, c'est-à-dire une finalité qui est mesurable dans le temps. Donc vous avez un temps à faire de l'exploit. Donc je pense qu'il est important et primordial de limiter des mandats parce que tout individu aura pour mission de pouvoir accomplir ce qu'il a accompli dans un temps donné, et c'est à la limite, c'est après ce temps que cette personne sera évaluée sur ce qu'il a pu faire. Donc je suis partant que les mandats doivent être limités. Ou peut-être la question est mal posée. Oui. Est-ce que les mandats en réalité sont limités? C'est le nombre de mandats parfois qui pose problème. Oui, le nombre de mandats également, oui, je comprends, et ça pose problème. Et puis c'est le thème du jour. Ça pose problème. Pourquoi? Parce que, oui, les mandats sont limités, mais nos constitutions sont tellement ouvertes et très spongieuses, je dirais, au fait que les gens l'utilisent pour pouvoir manipuler démocratiquement pour injustement demeurer au pouvoir. Oui, les mandats sont limités, mais il va falloir quand même que nous arrivions, au-delà de tout, d'avoir des chefs d'État qui n'ont pas pour finalité de s'éterniser, d'utiliser la loi pour s'éterniser au pouvoir. La limitation des mandats est là. Mais si nous arrivons toujours à contourner cette loi démocratiquement pour nous éterniser au pouvoir, ça ne nous permet pas, au fait, de faire avancer nos pays. Docteur Paye, la limitation du nombre de mandats, est-ce que c'est nécessaire pour le jeu démocratique? Oui, je pense que la limitation du nombre de mandats est nécessaire en démocratie. Je le répète, ce n'est pas une condition sine qua non pour la démocratie quand même, mais c'est une nécessité. Pour qu'une démocratie soit vitale, il faut limiter le nombre de mandats. Alors pourquoi cela? Vous savez, toutes les sociétés au monde possèdent une multitude de compétences. Et limiter les mandats, c'est donner la chance à une nation de pouvoir utiliser les compétences nécessaires pour développer la société. Donc la limitation de mandats permet à tout citoyen qui remplit les conditions de pouvoir exercer la fonction suprême. Et quand je dis exercer la fonction suprême, c'est de l'exercer au bénéfice de la société. Et comme je le dis, les compétences, elles sont variées, elles sont multiples au sein d'une société. Donc, laisser le mandat présidentiel dans les mains d'une seule personne ou bien d'un groupe de personnes de manière illimitée est une façon de négliger le peuple, est une façon de
de ne pas contribuer au développement véritable de la société. Parce que nous qui sommes issus de la société, c'est cette société qui nous a fait, si vous voulez. Parce que l'État a dépensé des moyens énormes pour nous former et nous avons acquis d'énormes compétences. Et les compétences sont variées. Il y a une multitude de compétences au sein d'une société. Donc, l'alternance... C'est vrai, il y a une multitude de compétences, mais est-ce que les hommes d'État courent les rues? Je connais un homme politique de votre pays, le Togo, qui a coutume de dire que les hommes d'État n'émergent pas facilement. Si un pays a la chance d'en avoir un, est-ce qu'il faut le sacrifier au bout de 2 mandats, alors qu'il est encore... la fleur de l'âge est capable d'apporter beaucoup à son pays. Ce n'est pas seulement en étant président de la République, en étant ministre, qu'on peut contribuer au développement de sa société. On peut exercer le pouvoir pendant un certain nombre d'années. Et d'ailleurs, même l'expérience qu'on acquiert en exerçant la fonction suprême, une fois cette fonction finie, cette compétence-là peut être mise à contribution ailleurs, autre que le fauteuil présidentiel. Maintenant, revenir sur la carrure d'homme d'État, c'est vrai. Avoir un homme d'État, être un homme d'État, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais j'avoue que sur le continent africain, il y a des hommes d'État. Parfois, c'est la situation sociopolitique de nos pays qui font que certains ont cette capacité, ont cette carrure, mais ils démissionnent très tôt. Parce que... S'ils démissionnent, ça veut dire qu'ils n'ont pas la carrure. Non, ils ont la carrure, mais c'est une démission que je condamne, C'est une démission que je condamne, bien entendu, mais c'est parce que certains partent du principe que, bon, vu la situation même du pays, il ne me sera jamais donné la chance d'exercer cette fonction. Je dis que ce n'est pas une bonne chose parce qu'il faut toujours... La vie est un perpétuel recommencement. On ne doit pas abdiquer, mais dire que nous manquons d'hommes d'État, ce sont certaines conditions qui font cacher ces compétences-là aussi, ces hommes d'État. Ces hommes d'État existent en Afrique. Parfois, c'est le populisme de certains qui écarte ces hommes d'État-là. Donc, je crois qu'il faut limiter les mandats pour que la nation puisse bénéficier de la compétence de tous ses fils. Limiter le nombre de mandats. Docteur Tom, on évoque tantôt le décès des hommes politiques, des hommes d'État qui ne sont pas très nombreux. Dans chaque génération, il n'y a pas 3-4 grands hommes d'État. Je ne sais pas si la définition d'homme d'État dont vous parlez est la même chose que je suis en train de percevoir, parce que, oui, je pourrais dire que les hommes de vision n'émergent pas si facilement. Mais les hommes d'État, on peut en avoir, on peut en créer. Et on en crée tous les jours, on en crée dans nos pays. Des gens qui ne sont pas même compétents peuvent devenir des hommes d'État. Mais des hommes de vision sont rares. Ça, je comprends. Mais même si vous êtes un homme de vision, vous pouvez avoir un mandat limité. Parce que celui qui apporte la vision n'est pas celui-là qui fera tout, qui arrivera à accomplir tous les détails, mais qui donnera les grandes lignes. Un homme de vision peut faire 2 mandats et peut continuer à contribuer pour l'enracinement de la vision. Parce que la vision, elle est grande. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre par appui de bouton. Mais quand on nous dit que les hommes d'État sont rares, je ne comprends pas, à moins que la définition que ces gens donnent à ce qu'on appelle hommes d'État ne sont pas les mêmes choses que nous concevons aujourd'hui. Vous voyez, dans nos pays africains, on crée des hommes d'État un peu partout. On peut te prendre, soit tu es enfant de quelqu'un, on peut faire de toi ce qu'ils veulent. On peut prendre quelqu'un qui est ami de quelqu'un de tel pays, on peut faire de lui un homme d'État. Mais un homme de vision, il en manque. Mais ces hommes de vision, il en a. Comme le frère vient de le dire, il en a dans notre pays. Mais il faudrait quand même donner la chance, l'opportunité à ces hommes de vision de pouvoir exercer, de pouvoir enraciner cette vision dans nos pays. Et enraciner, pour moi, ne veut pas dire que ces gens-là doivent s'éterniser. Non, vous devez donner les grandes lignes, les orientations majeures de votre pays et contribuer d'une manière ou d'une autre, que ce soit directement ou indirectement, à l'aboutissement de cette vision. Oui. En introduction, j'évoquais tantôt le sort de certaines constitutions qui ont émergé dans les années 90, avec à la mode la limitation du nombre de mandats. Mais au fur et à mesure que les années passent, il y a eu une sorte de rétropédalage. Et il y en a eu beaucoup en Afrique, j'en ai compté une dizaine. Depuis là, les Comores sont passés par là, le Rwanda, le Congo, Djibouti, l'Algérie, Cameroun, Tchad, Togo, tous ont réussi
à déverrouiller la limitation du nombre de mandats et finalement, à quel besoin répond le prolongement de la limite du nombre de mandats? Est-ce que les 2 mandats qui étaient à la mode, parce que c'est le choix fait par la plupart des pays, est-ce que les 10 ans, 8 ans ne suffisent pas pour accomplir sa vision comme chef d'État à la tête d'un pays? Est-ce qu'il y a nécessité de prolonger, peut-être d'aller à 3 mandats pour régler ce problème? Non, je crois qu'il n'est pas question d'aller à 3 ou 4 mandats. Et la limitation à 2 mandats dans les années 90 répondait à une pratique. Vous savez que... À une pratique occidentale, une pratique, puisque la vie politique... ne serait pas conforme à la pratique avec les réalités la vie politique africaine est du mimétisme. Ça, nous tous, nous le savons. Et les constitutions qui ont été adoptées au lendemain des années 90 se sont inspirées des constitutions occidentales. Et donc, certains, après un moment, ont pensé à, si vous voulez, tropicaliser les constitutions en disant que chaque pays a ses spécificités, ses réalités. Mais moi, je pense que c'est un artifice que les gens évoquent en pensant que nous avons des spécificités. Pendant le même temps, en ce temps-là, il y a des pays qui ont limité le mandat à 2, mais qui n'ont pas connu de problème, qui ont connu une alternance. Donc, je me dis que la scène que nous vivons depuis quelques années, qui consiste à modifier les constitutions pour continuer les mandats, est un appétit excessif du pouvoir chez ceux qui font ces genres de tripatouillage. Donc, moi, je pense personnellement que c'est vrai que nous avons des réalités africaines, mais peut-être, pourquoi pas associer les historiens, les anthropologues, les sociologues, si vous voulez, pour nous dire concrètement quelle est la conception du pouvoir chez l'Africain. Exactement. Et ça que les études ont montré que l'Africain a une autre conception du pouvoir. Et souvent, les gens évoquent ce qui s'est passé dans l'Afrique précoloniale en disant que le roi ne finit son règne qu'en mourant. Et chez certains peuples, on dit souvent que le roi ne peut pas, la tête ne peut pas être là, on va porter le chapeau au genou. Pour montrer que le roi, c'est lorsqu'il meurt qu'on peut lui succéder. Mais je crois que nous avons évolué. On ne peut pas, par rapport à ces considérations historiques, ethnologiques de nos États, pour dire qu'il faut avoir un mandat illimité. Non. Nous sommes en face d'autres réalités aujourd'hui. Mais le problème, c'est que ces projets naissent et prospèrent devant des citoyens qui ne disent pas non. Au fait, c'est parce que les canaux d'expression des populations sont parfois bouchés. Ces canaux sont bouchés si bien que on fait les élections. Tout le monde sait comment les élections se passent en Afrique. Lorsque les référendums constitutionnels sont organisés pour adopter ou bien pour se prononcer sur ces projets constitutionnels, est-ce que ces élections-là, les résultats reflètent réellement la volonté des citoyens? Parce qu'on sait comment ces référendums-là ont été organisés. Donc moi, je me dis que c'est une façon, c'est un artifice pour les hommes politiques qui sont les initiateurs de ces projets de rétropédalage des constitutions. Je crois qu'on devait continuer avec les 2 mandats. C'est vrai qu'il y a des insuffisances, mais on peut améliorer au fur et à mesure que nos sociétés évoluent. Docteur Reton, je vous renvoie, si vous voulez, de la question, le mimétisme des 2 constitutions, enfin je dis constitution, 2 mandats, oui. C'est une pratique qui a été importée. Est-ce qu'elle correspond, cette pratique, aux réalités africaines? Bon, je pense qu'il faut qu'on fasse une différence entre ce qu'on appelle les pratiques locales et ce qui est venu de l'extérieur. Dans certains pays, il y a ce qu'on appelle la monarchie. Et ça marche. Il y a des rois, il y a des reines qui sont là et ça marche. Le problème que nous avons en Afrique surtout et au Togo, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas dans une monarchie, mais nous adoptons la monarchie. Si c'est qu'on était sûr... Dans une monarchie, il n'y a pas d'élection, donc... Oui, bon, après on va développer. Il y a des élections dans les monarchies constitutionnelles. Ce que je voudrais dire, si déjà plusieurs années, plusieurs temps, nous avons, quand ça s'appelle monarchie, c'est le règne d'une famille.
durant un long période. Non, est-ce que votre définition de la monarchie est un peu simpliste? C'est ça, je résume. Mais ce que je voudrais dire, c'est que si aujourd'hui on nous disait que au Togo, on a un roi et que nous allons évoluer dans ce système, le pays va évoluer. Mais le problème que nous avons, c'est que on se dit qu'on est en démocratie, qu'on a 2 mandats, mais qu'on veut vivre l'opposé. Ce qui fait que toute opportunité, toute opération, au lieu que ça soit dévié vers l'amélioration du pays, on consacre ce temps à chercher à démocratiquement utiliser la loi pour être toujours là. C'est le problème que nous avons. Oui, donc il faudrait qu'on définisse ce que nous voulons. L'exemple du Togo, mais le Togo a apporté quand même un contre-exemple à ce que vous... Contre-exemple en quoi, par exemple? Oui, mais en limitant le mandat, a fait le mouvement inverse. C'est justement ce que j'ai dit. On a limité le mandat, bien sûr. En 2002, on a encore repris. 2002, ça a été déverrouillé, donc finalement, ça a été remis à sa place. Bon, finalement, ça a été remis. Maintenant, on va attendre encore peut-être 2000. On a encore du temps devant nous. Donc, vous êtes sceptique? Non, je ne suis pas sceptique, je suis optimiste. Mais ce que je voulais dire, c'est que en me basant sur ce que nous avons déjà vécu, sur les résultats concrets, il n'y a rien qui me permet de dire que nous n'avons pas cette idée. C'est que si nous sommes en monarchie, il faudrait qu'on le sache, et les techniques, la gestion et tout le système qui va accompagner cette monarchie permettra à ce que la finalité qui est la recherche du bien-être, du mieux-être de ce peuple soit atteinte. Ce que je voudrais dire par là, si je ne vais pas prendre mes 2 mandats ou bien mon mandat à tout faire pour rester le mandat prochain, je n'aurai pas le temps de faire développer mon pays. Mais si je sais que je suis dans une monarchie, je permettrai à ce que la jeunesse, à ce que les gens d'idées puissent venir à moi, apporter des nouvelles expertises pour que le pays soit évolué. Mais nous voulons ceci au même moment, nous prenons tout notre temps à ne faire que le jeu politique. C'est ce qui est le plus important. Ce qui doit émaner de nos mandats, à la fin, c'est de voir comment nos populations ont pu gagner, ont pu évoluer d'un point X à un point Y. Mais c'est comme si en Afrique, ce n'est pas notre finalité. Tout le monde se concentre au jeu politique et ne cherche seulement qu'à avoir autour de lui ceux qui peuvent les permettre de rester trop longtemps. Finalement, quelle est l'importance de l'alternance en démocratie? Oui, ça, je crois qu'on avait commencé à le dire. L'importance de l'alternance, ça donne la vitalité à la démocratie. Et puis, en réalité, l'alternance ne se décrète pas. L'alternance ne se décrète pas. Il appartient au peuple d'alterner ses dirigeants à la tête du pays. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement parce que si on jette un regard sur l'histoire politique de certaines nations, on se rend compte que les gens confondent l'alternance au changement de personne à la tête du pays. En réalité, ce n'est pas le changement de personne qui crée l'alternance. On a connu des régimes. Vous prenez par exemple le cas de l'Allemagne. Vous voyez un parti ou bien une coalition de partis qui a le pouvoir pendant un long temps, avant que le peuple ne décide non, voilà, tel nous voulons maintenant. Donc l'alternance en réalité ne se décrète pas. Mais ce qui est positif pour l'alternance, je l'ai toujours dit, cela permet d'utiliser toutes les compétences pour faire développer le pays. Mais comment se fait-il qu'il y a alternance dans certains pays, mais que le peuple continue de crier à l'eau sur le baudet? Oui. Sur les questions de développement, sur les questions de gouvernance. Oui. Comme je prends l'exemple du Mali, dans une certaine mesure. Au Bénin aussi, plusieurs présidents se sont succédés. Oui. Mais les plaintes, les complaintes sont demeurées les mêmes pratiquement. Oui, mais quand même, on a connu une certaine stabilité politique dans certains de ces pays, comme le Bénin, par exemple. Pendant longtemps, le Bénin a été cité comme laboratoire de la démocratie. Quoi qu'on dise, avec l'avènement de Talon aujourd'hui et tout ce qui se fait, le jeu politique qui se joue là-bas, le Bénin quand même connaît une certaine vitalité démocratique par rapport à d'autres pays dans la sous-région, où la liberté d'expression... Cette opinion n'est pas partagée. Quand vous parlez de liberté d'expression aujourd'hui au Bénin... Oui, il est vrai que Talon est en train de... Si vous étiez à Cotonou il y a longtemps, vous auriez été envoyé au juge d'instruction. Oui, je le sais. Mais l'alternance, moi je le répète, c'est une condition quand même qui permet à la démocratie d'aller de l'avant. Parce que laisser certaines personnes... Parce que l'histoire même a prouvé que ceux qui sont restés pendant longtemps au pouvoir n'ont rien pu prouver par rapport à ceux qui ont fait un temps court.
C'est ça aussi la réalité. Les gens Vous pouvez avoir des contre-exemples. Je peux vous envoyer à la figure Muammar Kadhafi, un certain Paul Kagame. Finalement, moi, j'insiste sur la question, mais est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre alternance et mieux-être et développement? Les gens, les citoyens, les Africains pensent que l'alternance équivaut à un mieux-être au développement du pays. Oui, je pense qu'il y a vraiment une différence entre alterner pour alterner et alterner pour développer. Vous compliquez la tâche. Non, justement, vous allez voir, depuis plusieurs moments, nous avons créé partout que nous recherchons la meilleure alternance. Ça veut dire qu'il y a d'autres alternances. Il y a d'autres qui définissent l'alternance par le changement de famille, nom de famille, le changement d'une personne à la tête du pays. Alors que l'alternance, c'est comme si vous voyez la Coupe du Monde qui se joue. Il y a plusieurs années, le Brésil a pris la Coupe du Monde. Mais quand ils vont en compétition pour la Coupe du Monde, c'est qu'il y a le jeu de l'alternance qui est là. Mais cela ne voudrait pas dire que le Brésil ne peut pas prendre la Coupe du Monde 4 fois de suite. Mais à chaque fois qu'il est en compétition, il essaiera de mettre les nouvelles pratiques, de voir l'adversaire et d'essayer de faire un jeu meilleur pour pouvoir prendre la coupe. C'est ce qu'il y a de mieux dans ce qu'on appelle l'alternance. Moi, je refuse pas, on peut faire l'alternance, on peut lancer le jeu de l'alternance aujourd'hui et le régime uni aujourd'hui peut toujours être là 6 fois. Mais en étant là, il doit développer de nouvelles technologies, de nouvelles pratiques et qui vont répondre à la compétition. C'est ce qui est plus important. Et c'est ce qui fera évoluer le pays. Parce que le jeu politique se définit comment? Quand vous êtes au pouvoir et je ne suis pas au pouvoir, je fais tout parce que la perfection n'est pas de ce monde. Je fais tout pour voir ce que je pourrais faire de mieux et je présente ça au peuple pour que le peuple puisse avoir confiance en moi, pour que quand j'ai cette opportunité, je puisse l'exercer pour le peuple. Et au même moment, quand vous n'êtes plus au pouvoir, vous faites la même chose. Ce qui fait que quand je suis au pouvoir aujourd'hui, je vais m'efforcer d'améliorer ce que je suis en train de faire pour que l'autre ne puisse pas me combattre. Mais cette alternance n'existe pas dans plusieurs pays africains. Notre alternance est résumée à un changement, à une vengeance, à une haine démontrée contre une famille donnée, contre un régime donné. C'est ce qui fait que l'alternance l'alternance qu'on poursuit aujourd'hui ne donne pas au fait sa saveur. Sinon, le jeu politique, c'est un bon jeu. Quand il y a une relation politique entre deux blocs, cette relation ne fait que donner des retombées positives sur la vie des citoyens. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous faisons face à un bloc qui est là depuis longtemps et qui a possiblement l'envie de poursuivre, de gagner, parce qu'on dit, par définition, le pouvoir, il faut l'avoir et le conserver. Il y a d'autres qui se disent, à n'importe quel prix, je veux l'avoir. Alors que moi, je ne sais pas à quelle école politique ils ont fait, mais je ne suis pas de cet avis. Parce que le pouvoir, au fait, c'est un outil pour arriver à un bien-être. De cette alternance de pacotille dont vous parlez, pourquoi les alternances n'en sont pas une véritablement? D'autant plus que ceux qui sont là pour faire la compétition ne sont pas animés d'une relation politique. La relation politique, c'est ça qui définit aujourd'hui, mon frère devant moi, Dr Kofi est là. S'il a une idée, je cherche à avoir une meilleure idée. J'ai toujours dit qu'à l'école ici au Togo, on nous a appris 2 choses. C'est-à-dire, pour devancer quelqu'un, il y a 2 manières. Je peux tout faire pour être meilleur à la personne ou tout faire pour le ramener derrière moi. Mais nous avons la culture de ramener les gens derrière nous. C'est-à-dire, quand on vous donne des notes en classe, on vous dit qu'aussi, après 12 sur 20, on dit applaudissez. Comme il y a 6 sur 20. Le lendemain, quand comme il y a 5 et qu'aussi après 4, comme il y a est plus content. Il est content, pourquoi? Parce que l'autre qui avait 12 est derrière lui. Ça lui suffit. Donc c'est cette idée que nous avons qui nous anime. C'est que nous ne cherchons pas à faire mieux que les autres, mais en ramenant les autres derrière nous. Donc pour que le jeu politique, pour que l'alternance puisse être productive, démocratique et contributrice au bien-être de nos pays, il faut avoir des gens qui sont compétents dans cette compétition. Il faut avoir des gens qui viennent avec des idées, qui font la bagarre des idées, des programmes, et non ceux qui sont là pour insulter seulement. Je vais vous poser le problème de façon pratique. Oui, et puis donc, je veux, avant d'en arriver à ta question, je voudrais ajouter à ce qu'il dit que les gens perçoivent l'alternance aussi comme, c'est-à-dire organiser des élections pour que l'opposition gagne. C'est ça aussi le problème de l'alternance dans nos pays. Et il s'est installé à la tête, ou bien dans
dans la vie politique des pays africains une compétition de conservation et de conquête du pouvoir. Les uns veulent le conserver et ils font tout, ils passent par des astuces juridiques pour changer les constitutions et les autres aussi sont là en utilisant tous les moyens possibles pour pouvoir arriver au pouvoir et le conserver. C'est ça. Et les exemples sont légion. Vous voyez le cas de la Guinée, par exemple. Je vois votre regard sur Alpha Condé. Maintenant, la question pratique, est-ce que vous préférez un Rwanda de Kagame avec plusieurs mandats au Mali d'Ibeka où il y a l'alternance mais avec une grande pagaille Il faudrait revenir simplement à l'exemple que je donnais par rapport à la Coupe du Monde. Pour savoir que la question n'est pas... Je préfère pour mieux comprendre. Oui, non, c'est pourquoi j'utilise des choses terre à terre, parce que je vois la jeunesse togolaise un peu déboussolée et concentrée sur les chaînes de télé pour suivre des matchs. Mais le foot, j'avoue que je ne comprends pas très bien l'exemple. Mais est-ce que vous choisirez le Rwanda au Mali? Non, ce que je dirais, c'est quoi? Il faut agir par rapport aux résultats. Allons vers les résultats. Allons dans le pays de Paul Kagame et voyons les résultats. C'est les répercussions du mandat, du leadership sur la vie des citoyens. Et revenons à l'alternance au Mali pour voir ce qui se passe. Donc ce n'est pas alterner pour alterner qui est le problème. J'ai toujours dit dans ce pays, je ne suis pas dans cette lignée de tout faire pour avoir l'alternance. Il y a des aînés politiques qui disent non, réunissons-nous, faisons tout pour avoir l'alternance, après on va parler de ce qui va marcher ou pas. Je dis non. Et j'ai défini ce qu'on appelle l'alternance démocratique, pacifique et productive. C'est-à-dire, il y a deux formes d'alternance. Changer un nom, changer un quelqu'un ne donne pas le résultat en totalité. Il faudrait maintenant venir avec un système donné, avec un programme donné, pour que les gens puissent avoir la répercussion de cette alternance. Donc, à votre question, très simple, je préférerais Paul Kagame que d'avoir un Mali où on a alterné, mais on vit des situations pas possibles. Oui, mais donc finalement, c'est parce que les autres cherchent en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, on lui reconnaît quand même certains résultats économiques. Oui, je crois que pour la comparaison entre le Mali et le Rwanda, il ne faut pas généraliser. Il faut étudier les pays selon leur réalité. Bien, le Rwanda est venu de très loin. Le Rwanda qui est sorti d'un génocide, et Paul Kagame sont les vainqueurs de la situation dramatique du Rwanda. Et quand il a pris les rênes du Rwanda, son ambition, c'est de développer son pays, de faire réellement une réconciliation qui nécessite un temps. Et on a vu que ça a donné ses résultats. Mais je dis toujours que l'alternance est possible parce que je prends Paul Kagame même au mot. Récemment, il a compris finalement que c'est vrai, il a fait un long règne qui a été bénéfique au Rwanda, mais il sait que l'alternance est une condition aussi. Il a dit qu'il va partir, qu'il va partir. Vous voyez. Donc, si vous prenez le cas du Mali, c'est vrai qu'il y a eu l'alternance au Mali, mais le Mali, c'est un cas complètement à analyser. Quand ATT était au pouvoir, le Mali n'avait pratiquement plus d'opposition. Or, en démocratie, une démocratie sans opposition va en déroute, parce que l'opposition est là pour critiquer. L'opposition, il y avait Soumaïla Cissé qui pointait. Oui, mais il n'y avait pas une opposition en tant que telle. Vous voyez. Et puis, les problèmes géostratégiques et autres, là, se sont ajoutés à la situation interne au Mali, parce que le Mali a souffert d'un problème de gouvernance. Et tout ça là, a capoté le cas malien. Donc, l'alternance, même les pays qui... L'exemple du Rwanda que les gens citent, que le Rwanda n'a pas connu d'alternance, mais le Rwanda est champion en Afrique aujourd'hui, ça, c'est la volonté des hommes qui sont à la tête du Rwanda. Si le Rwanda avait connu des hommes qui n'avaient pas de vision, qui n'avaient pas quelque chose à apporter à la nation rwandaise, qui sortait du génocide, je crois que le Rwanda retournerait au génocide. C'est parce que Paul Kagame et son équipe ont une vision pour le Rwanda. Et ils l'ont réussi. Mais cela ne veut pas dire que certains vont s'appuyer sur le cas du Rwanda pour ne pas limiter les mandats et faire reculer leur pays. Ouais, finalement, si la Constitution doit être taillée sur la tête du client, franchement, ça risque de poser problème. Mais bon, on va aborder aussi la question des oppositions, de la qualité des opposants tout à l'heure, mais je voudrais qu'on finisse un peu avec
les préliminaires. Alors, pour vous, est-ce que l'alternance doit être provoquée par la limitation du mandat, du nombre de mandats, ou à travers des élections, obtenues avec les élections? Bon, je pense qu'en Afrique, il y a aussi une réalité à ne pas, une réalité qu'on ne doit pas perdre de vue. C'est que nos pays, plusieurs dirigeants de nos pays ne sont que des boutons de presse des multinationales. Vous êtes si renseigné. Mais oui, justement, j'étais candidat pour devenir président de ce pays, je dois me renseigner, c'est automatique. Donc on a déjà appuyé sur vous. Peut-être mon bouton n'est pas appuyable, c'est pourquoi jusqu'à maintenant, je n'ai pas accepté être ce candidat qui serait une alternative sans alternance. Donc ce que je voudrais dire par là, c'est que à des moments donnés, ceux qui ont des ambitions très économiques de nos pays dirigent nos politiques sans pour autant paraître en surface. Et il peut y avoir ce qu'on appelle alternance que la plupart des personnes pensent rechercher, mais dont ils n'ont pas besoin. Mais ça ne provoquera pas le changement tant attendu. Ce que je voudrais dire par là, c'est que à un moment donné, il faut comprendre quand même que le pays n'est pas seulement un problème entre ceux qui sont au pouvoir et ceux qui s'opposent au pouvoir. Il y a les multinationales qui sont des fondés du pouvoir, même s'ils ne sont pas apparents. Et quand je parle des multinationales, je parle par exemple des pays qui ont des intérêts dans nos États, dans nos ressources, qui poursuivent nos ressources, qui poursuivent nos positions stratégiques et autres. Mais ces pays, en recherchant leurs intérêts à des moments donnés, peuvent provoquer des alternances de personnes sans pouvoir provoquer des alternances qui auront des retombées sur la vie des hommes. Donc, quand nous parlons d'alternance, pour moi, il faudrait aller au-delà de ça. Oui, je comprends que nous ne pourrons pas factoriser sans pour autant prendre en considération ces multinationales. Mais il ne faudrait pas se donner comme outil à satisfaire nos besoins personnels en sacrifiant nos peuples. Nous pouvons avoir cette alternance, nous pouvons satisfaire l'intérêt des multinationales en satisfaisant l'intérêt de notre nation. Donc, l'alternance dont on a besoin aujourd'hui, il faudrait que nous ayons des hommes qui ont des visions et qui portent vraiment la résultante de tous les acteurs impliqués dans la vie sociopolitique d'un pays. Parce que nous manquons des fois cette analyse. Je vois des gens sur des plateaux, dans des activités qui ne se focalisent que sur des déclarations politiques. Alors que la main qui donne, c'est la main qui dirige. Donc donner, c'est l'économie et diriger, c'est la politique. Donc ce qui veut dire que quand vous n'arrivez pas à comprendre, à connaître les intentions de cette main-là qui donne, vous ne serez que des dirigeants dirigés. Donc ce qui est problématique en Afrique. Donc je suis certain que pour changer, il faut avoir maintenant, je ne vais même pas les appeler opposants parce que moi je n'aime pas le mot opposant. Je veux des concurrents politiques qui apportent des programmes de concurrence. Il faut avoir des concurrents politiques qui ont dans leur bagage des programmes qui vont satisfaire les biens, les intérêts, la résultante de tous les acteurs impliqués dans la vie sociopolitique de chaque pays. Docteur Paul Paye, oui, alternance provoquée oui. ou alternance obtenue à travers les élections? Oui, je crois que d'abord, les conditions de l'alternance doivent être définies. Et ça, il appartient aux normes constitutionnelles de le définir. C'est-à-dire que, d'abord, dans les constitutions, il faut bien écrire que, voilà, on a limité le mandat présidentiel, etc. Et il faut également un pacte social véritable. Et aussi, il faut un travail moral qu'il faut faire. C'est vrai que d'aucuns me diront qu'il n'y a pas de morale en politique, mais je dis loin s'en faut. Parce qu'il faut que nous ayons cette culture politique qui nous invite à savoir que si nous avons le pouvoir, nous l'avons pour un temps et nous le passerons à d'autres. Parce que nos pays existent, mais nous allons partir et laisser nos pays là. Il faut ce travail moral, politique qu'il faut faire aussi. Et maintenant, l'alternance, il n'y a pas 1000 moyens de trouver l'alternance que les élections. Cependant, le problème des Africains, ou bien le problème en Afrique, c'est la façon dont on organise ces élections. Je reviens là-dessus. Parce que, d'abord, les élections sont truquées par la volonté des hommes politiques qui veulent conserver, ou bien qui veulent conserver le pouvoir, ou bien qui veulent accéder au pouvoir. Parce que ce ne sont pas seulement ceux qui sont au pouvoir qui peuvent frauder une élection. Les opposants aussi peuvent frauder une élection. Ça, et puis, il faut ajouter
les problèmes d'organisation ou bien la défaillance de nos services qui interviennent dans l'organisation des élections. L'Afrique n'a pas d'état civil. Vous conviendrez avec moi que nos états civils sont un fourre-tout. Nous ne maîtrisons même pas le flux de nos populations. Le nombre de décès par an, c'est des chiffres qu'on nous donne qui ne sont pas forcément vérifiables. Donc nous ne maîtrisons même pas nos états civils. Et à l'approche des élections, on se contente de faire ce que nous appelons comment on appelle révision des listes la révision des listes. Voilà. Ça n'a pas de qualité. Donc il faut revoir les conditions d'organisation des élections elles-mêmes. Donc, c'est parce que les élections ne sont pas crédibles qu'il faut provoquer l'alternance en limitant mordicus le nombre de mandats. Non, je ne dis pas ça. Je dis que les élections permettent l'alternance. Parce que c'est le peuple qui se prononce sur ceux qui doivent diriger le pays. Et donc, pour que ces élections, qui sont le moyen par lequel les gens accèdent au pouvoir, il faut que ces élections-là soient parfaites. Et c'est ça qui peut nous aider à avoir de bonnes alternances. Oui, mais maintenant que vous dites que les élections sont imparfaites... Oui, il faut les corriger. La solution, c'est... Je ne dis pas qu'on peut corriger nos états civils en un clic, mais il faut commencer. Il faut commencer quand même. Il faut commencer. Maintenant, je voudrais qu'on aille un peu dans la tête de certains chefs d'État, Alpha Condé en Guinée, par exemple, ou Ado en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui amène à réviser la Constitution dans le but de se donner des mandats supplémentaires? En tant qu'homme politique, est-ce que vous comprenez cette envie? Moi, je pense que ce sont des gens qui n'ont pas de l'amour pour leur pays. Parce que comme ça, c'est raccourci, non, c'est pas raccourci, je le dis, et puis c'est profond. Parce que en tant que chef d'État, si j'ai l'opportunité de faire 1 jusqu'à 2 mandats, cela ne voudrait pas dire que je ne peux pas continuer à participer à l'évolution de mon pays. Je peux toujours le faire, en étant plus président, en étant ex-président. Mais si mais qui peut se retrouver en prison? Justement, tu peux te retrouver en prison parce que au moment de l'accomplissement de ton mandat, tu n'as fait que des faux pas sur des faux pas. Mais c'est là que nous voulons corriger. C'est un point également que nous voulons corriger en invitant ceux qui sont des concurrents politiques aujourd'hui à cesser la course de la haine, de la violence, mais à reconstruire vraiment, à redevenir des concurrents politiques où on doit d'une manière ou d'une autre effacer le passé pour provoquer, comme vous l'aviez dit, pour provoquer cette alternance. Parce que si le désir d'avoir l'alternance n'est pas dans ceux qui ont le pouvoir, ce serait difficile. D'autant plus que les élections, comme l'a dit mon frère, sont les outils qui peuvent permettre à cette alternance de voir jour. Mais ces élections ne sont organisées que par les partis, le parti au pouvoir et leurs institutions. Et vous savez en Afrique que les institutions sont inféodées à ceux qui ont le régime aujourd'hui. Donc s'il n'y a pas ce désir d'arriver à une alternance dans ceux-là, nous ne pourrons jamais avoir l'alternance. Donc, il va falloir quand même que ceux qui sont des concurrents politiques oublient un peu la haine, la violence et se concentrent sur l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ce qui permettra à ce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne se verront pas des prisonniers en lâchant le pouvoir. Parce que ce qui se passe même dans nos villages, dans nos quartiers, les gens se disent, le jour où ça va changer, la boutique de la fille, on va casser ça parce que c'est l'argent de ce ministre, c'est l'argent de cet homme d'État, c'est l'argent de telle personne. Donc si nous avons tout cela en nous, il serait difficile d'accéder à une alternance qui n'est au fait prononcée que par les élections. Et ces élections ne sont organisées que par ceux-là. Donc c'est pourquoi il faudrait changer en fait la finalité et l'essence de ce combat pour arriver à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Docteur Paye, qu'est-ce qui se passe dans la tête Bon, il m'est difficile de le dire parce que moi, je suis un enseignant-chercheur. Oui, il faut chercher dans la tête. Je sais que pour avoir travaillé un peu dans la diplomatie, tout à fait. Et généralement, moi, avant d'aller en diplomatie, j'entends souvent les gens dire que le pouvoir saoule, que tout le luxe que le pouvoir donne, toutes les opportunités que le pouvoir donne, si vous goûtez à ce luxe et à ces opportunités, il est difficile de s'en séparer. Mais en tant que chercheur que je suis aujourd'hui,
je comprends que ceux qui tiennent ce discours ne sont pas allés au fond des choses. C'est vrai, hein, le luxe est très bien, les opportunités sont très bonnes, mais il faut placer le pouvoir au-dessus de sa petite personne. Il a dit tout à l'heure que quand on exerce le pouvoir, on l'exerce pour le peuple et non pour sa propre personne. Si on arrive à dépasser cette limite-là, on peut facilement laisser le luxe là et se consacrer à autre chose. Le luxe dépend de chaque personne. Hein. Je peux avoir une maison en Banco et me dire que je suis dans une villa luxueuse. Il appartient à chacun de savoir trouver ses opportunités pour évoluer dans la vie. Donc je me dis que ceux qui modifient ces constitutions pour s'éterniser au pouvoir, ils ont un intérêt économique, un intérêt personnel, parfois même des intérêts identitaires. Parce qu'en se disant, oui, si je me maintiens, ma région, mon ethnie, mon milieu, alors que si on va dans le milieu de ces chefs d'État, même parfois, vous ne trouvez aucune trace de développement. Donc je me dis que le pouvoir, c'est le pouvoir personnel qui anime certains à s'éterniser au pouvoir pour de longs règnes. Est-ce qu'on ne peut pas aller au-delà de cette considération? Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, par exemple, Alassane Dramane Ouattara, on l'a vu déclarer plusieurs fois sa bonne foi de se limiter à 2 mandats. Est-ce que ce n'est pas un cas de force majeure? Vous avez vu ce qui s'est passé? Oui, mais je comprends. Candidat, son dauphin ayant été emporté. Oui, je comprends le cas de Alassane Ouattara qui dit que c'est un cas de force majeure. Mais moi, je suis toujours dans ma ligne en disant que ce n'est pas une raison suffisante. Parce qu'on ne peut pas me dire... Est-ce qu'on peut aller au-delà d'une force majeure? Oui, on peut aller. Et parfois, il faut aller. Parce que, qu'est-ce que je voulais dire? On ne peut pas me dire qu'au sein du RHDP, on ne peut pas réunir... Le parti de Ouattara. Le parti de Ouattara, réunir tous les cadres et faire comprendre aux cadres qu'il faut un cadre pour succéder à Alassane Ouattara. Mais quand ce sont les cadres eux-mêmes, en premier, qui montent sur les créneaux pour dire qu'ils ne sont pas capables de prendre le pouvoir, que voulez-vous que le président fasse? Mais c'est le président et le président. Sa voix est prépondérante. C'est vrai que, vous savez, en politique, la politique... C'est le directeur exécutif, Bitogo, qui est monté au créneau pour dire... On comprend, nous savons comment les choses se passent en politique. L'homme politique est là. En politique, on peut se cacher derrière un argument populaire pour défendre un intérêt personnel. Il y a toute une manipulation. Oui, c'est vrai, les chefs traditionnels sont allés. Ouattara, c'est lui on veut. Les cas du RHDP, etc., etc. Le problème fondamental que Alassane Ouattara évite en Côte d'Ivoire, c'est la guerre de succession qu'il y a entre les cadres du RHDP. Même le choix même de Gon Coulibaly avait été critiqué. Et cela a provoqué même le départ de certains. Oui, donc c'est pourquoi le vice-président Daniel Kabla. C'est pourquoi moi je dis, en tant que président de la République, qui avait donné sa parole en mars dernier pour dire qu'il ne fera un seul jour après son mandat et revenir faire un rétropétalage, dire que... il a aussi dit que si les anciens reviennent, comme Bédier, comme Gbagbo, il se verra obligé d'être candidat. Ça aussi, il a dit, mais bon, oui, il faut que lui... Oui, il a dit, mais moi, je trouve qu'il peut aller au-delà de ça. Parce que finalement, je suis parvenu à une réflexion hier. Je me rends compte, en analysant le cas de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a toujours été un problème pour la Côte d'Ivoire. Oui, je me dis. Et Ivoirité, c'est sorti contre qui? Contre Ouattara, et ça s'est généralisé, a diabolisé toute la communauté du nord de la Côte d'Ivoire. La crise politico-militaire qui a secoué la Côte d'Ivoire, Ouattara est dedans. Maintenant, voilà une crise qui se faufile à l'horizon avec son 3e mandat. Je me dis finalement, il a manqué. Je suis l'un des grands admirateurs de Ouattara, hein, mais je me dis que cette fois-ci, il a loupé l'occasion de rentrer dans l'histoire. Il a loupé l'occasion où il a montré son vrai visage, parce que c'est ça que certains disent. Peut-être c'est le vrai visage. Bon, au-delà de ça, à la question même, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces chefs d'État? Il ne faut pas oublier aussi ce que moi j'appelle souvent la peur du lendemain. Ils sont des gens qui ont accédé au pouvoir d'une manière ou d'une autre en écrasant d'autres personnes, en faisant du mal, en emmenant des gens derrière eux pour se voir devant. Maintenant, quitter le pouvoir, parce que c'est le pouvoir seul qui les protège aujourd'hui. Et nous assistons à ces scènes en Afrique, un peu partout. C'est-à-dire les gens qui sont là
Et ils savent qu'ils ont tellement écrasé, au point où si aujourd'hui le pouvoir nous quitte, on deviendra quoi demain? Donc cette peur du lendemain fait que dans leur tête, ils se disent, au lieu que je te donne l'arme pour me tuer, tue-moi avec mon arme. Et c'est ce qui est dans leur tête. Et ils font des amis avec ces multinationales, ces pays occidentaux, qui continuent de puiser les ressources de nos pays pour être là. Parce que vous voyez, depuis les temps immémoriaux, on dit accord militaire entre tel pays, accord de tel en tel et tel pays. Donc ce qui fait que dans leur tête d'aujourd'hui, ils se demandent qu'est-ce qu'on sera après le pouvoir. Mais si vous étiez venu dans de bons termes et que vous aviez fait vous avez accompli votre mission comme cela se doit, vous devrez être libre. On voit des pays anglophones autour de nous. Il y a des pays lusophones qui donnent un exemple à réfléchir aussi. L'Angola de Dos Santos, il a suffi qu'il quitte le pouvoir, qu'une batterie de procès soit engagée contre ses enfants. Est-ce que ce n'est pas un signal justement envoyé aux autres pour dire attention, il ne faut pas... C'est pourquoi il dit que quand on gère, il faut bien gérer. Comme ça, on n'a pas peur de son... Oui, mais dans le contexte africain, vous et nous, est-ce que vous pensez que il est difficile gérer les pays africains même les pays occidentaux, les présidents occidentaux aussi ont des problèmes de gestion. Nicolas Sarkozy a quitté le pouvoir. Tous les dossiers sortent tous les jours contre lui. Et à plus forte raison, en Afrique, on ne peut pas. Mais il faut faire un effort d'aller vers cet idéal-là. Quand un chef d'État en Afrique fait quelques années au pouvoir et qu'il passe, si on veut véritablement vérifier les choses, c'est vrai qu'il y aura des manquements. Est-ce que ce n'est pas une raison pour fermer les yeux sur certaines choses dans cette période transitoire-là pour quand même favoriser c'est pourquoi moi je dis qu'il faut aussi parfois des compromis politiques. Si on a un compromis politique qui ne va pas contre les intérêts de la nation, pourquoi ne pas aller à ces compromis politiques? Je suis parfaitement d'accord, surtout sur ce point quand on donne l'exemple de Dos Santos ou bien de certains pays où ils ont accepté l'alternance mais c'est retourné contre eux. Je pense que nous, qui sommes des concurrents politiques aujourd'hui, nous devons apprendre beaucoup de leçons dans ça parce que qui sera là et va te dire viens prendre l'arme pour tirer sur moi. Mais si nous avons l'idée de continuer à faire cette vengeance dans nos pays en disant que oui, ils ont fait telle année, ils ont manipulé ceci, ils ont manipulé ça, et que nous ne voulons pas fermer des yeux sur certaines choses pour faire évoluer notre pays, ce serait différent. Mais ce serait difficile. Quoi faire maintenant? Parce que visiblement, dans certains cas, les détournements en question sont justifiés et colossaux. Vous avez l'exemple du Sénégal avec Karim Wade. Vous avez Dos Santos. Finalement, quel compromis trouver? Comment régler ce problème? Non, vous savez, quand nous partons de la réalité africaine vers la réalité démocratique imposée, il faut savoir qu'il y a un vide là-bas à corriger. Parce que avant, je me souvenais, quand même ton grand frère parle avec ses amis, tu ne peux pas être là-bas. C'est-à-dire, dans la logique africaine, le roi ou le grand frère s'impose. C'est une dictature qui, au fait, ne nous posait pas de problème. Maintenant, quand nous changeons de cette dynamique en une nouvelle dynamique et nous ne voulons pas payer le prix de cette dynamique, ce serait difficile. Aujourd'hui, il faudrait que tous les concurrents politiques essaient de mettre un peu de l'eau dans leur vin par rapport à tout ce qui s'est passé et redonner la chance de recommencer. Ouais. Alors, pourquoi les chefs d'État africains ont du mal à trouver des dauphins, des remplaçants, même dans leur camp? Il faut chercher pour trouver. Oui, ces chefs d'État sortants manquent-ils de bons challengers? Est-ce que l'opposition joue mal son rôle? On va aborder ces questions dans la seconde partie de New World Forum. On va revenir dans une dizaine de minutes, juste après cette pause, pour une nouvelle édition du journal. À tout de suite.